Et pour terminer cette émission, on va essayer de comprendre si les marques peuvent utiliser les emblèmes olympiques quand elles ne sont pas partenaires et même le vocabulaire olympique. On en parle pour ça avec Louise Lacroix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au sein du cabinet Bouchara et Associés. D'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le cadre légal quand on parle des propriétés olympiques ? Tout à fait. Alors, en fait, ce qu'on appelle les emblèmes olympiques, ça va être vraiment, comme vous l'avez dit, tout ce qui appartient au domaine olympique et qu'on connaît un peu tous. On va avoir les anneaux, on va avoir la flamme, par exemple. On va avoir juste la mention Jeux olympiques, par exemple. Mais on va aussi pouvoir avoir, même beaucoup plus largement, les mascottes, parfois, qui sont attachées à chacun des Jeux olympiques, qui peuvent être protégées. Ouais. Et en fait, il y a une sorte de double protection un peu spécifique. La première, c'est le fait que ce soit des emblèmes olympiques qui soient protégés au sens de la charte en fait des Jeux Olympiques, qui est quelque chose qui est un texte vraiment à part, qui leur confère pas une sorte de protection de propriété intellectuelle en tant que telle, mais qui quand même leur appuie en fait, si vous voulez, le fait que ce sont des emblèmes assez renommés. Et ensuite, on a le volet protection au titre des marques, donc marques enregistrées en France, dans le monde entier, etc. Et en fait, le CIO, qui est donc le Comité international olympique, a un très large éventail de portefeuilles de marques et dépose en fait très régulièrement des marques sur les anneaux olympiques, sur les mascottes, sur le logo, par exemple, Paris 2024, qui est le petit Ça, c'est cercle. déposé, par exemple ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc voilà. Est-ce que ça s'étend au vocabulaire ? Est-ce que, par exemple, une marque peut dire j'organise, je ne sais pas, les Olympiades de quelque chose pendant cette période ? Alors, c'est un sujet qui est assez compliqué parce que, en réalité, ça va aussi dépendre d'un certain nombre de critères qui sont propres à l'exploitation dans laquelle ça s'inscrit. Il y a eu une époque pendant laquelle le CIO agissait de façon extrêmement large et était très offensif, même contre des marques qui étaient, par exemple, Olympiades. Il semblerait que ça soit plus trop le cas, mais je pense justement parce que ça va dépendre en fait du cadre d'exploitation et est-ce qu'il y a une sorte de volonté de la personne qui exploite ce signe-là de faire comme si elle était sponsor pour un peu profiter en fait du mouvement, ou si c'est quelque chose de complètement différent. Par exemple, on a les Olympiades dans les écoles, par exemple, auxquelles on pense et qui sont a priori pas concernées par ces sujets-là. C'est plus quand on a une volonté commerciale, où là on est un petit peu en danger ? Oui, une volonté commerciale et le fait de vouloir s'inscrire en fait dans le mouvement des Jeux Olympiques et de profiter un peu de toute la visibilité que ça va faire, alors qu'en fait, et comme ça a été très bien dit par les autres invités aussi, on a des sponsors en fait officiels pour lesquels il y a de très importants investissements qui sont engagés. Et donc pour lesquels le CIO tient à protéger en fait ses investissements et son positionnement aussi par rapport à l'utilisation de ces marques. Qu'est-ce qu'on risque si on utilise à mauvais escient les symboles olympiques ? On a deux typologies de risques globalement. On va avoir le premier qui est du coup la contrefaçon de marque, puisque à partir du moment où des marques sont enregistrées, ça donne des droits en fait aux titulaires. Donc là, en l'occurrence, c'est le CIO, c'est le Comité international olympique. Et ça leur donne le droit d'agir en contrefaçon de marque à l'encontre des entreprises ou des tiers qui utiliseraient à titre de marque, donc ça veut dire globalement dans la vie des affaires, sur le marché, etc., de façon commerciale, des emblèmes olympiques. Donc par exemple, si on imaginait qu'une marque décidait de sortir par exemple un t-shirt, disons-le comme ça, avec les anneaux olympiques, même si c'est dans une couleur un tout petit peu différente, le CIO serait potentiellement susceptible d'agir en contrefaçon de marque, puisque les anneaux sont enregistrés à titre de marque. Et on a aussi, le CIO peut aussi agir en concurrence déloyale ou parasitaire. Et ça, c'est une sorte d'autre volet, et c'est le volet dont je parlais un petit peu tout à l'heure, sur lequel on va reprocher à une entreprise de créer par exemple une confusion avec le fait d'avoir un statut de sponsor officiel ou pas. Est-ce qu'en fait on se positionne comme ça en fait sur un marché parce qu'on a une grosse campagne de communication par exemple qui va être en lien avec les Jeux Olympiques, ou une nouvelle collection, une collection capsule, ce genre de choses. Mais en fait le consommateur ne sait pas trop finalement si c'est quelqu'un qui est affilié officiellement aux Jeux Olympiques ou pas. Ça peut être reproché sous le fondement de la concurrence déloyale. Et son pendant, le parasitisme, qui est le fait pour le CIO de vouloir protéger en fait ses investissements engagés justement en termes de communication, etc. Et donc ça fait partie des actions qui sont totalement ouvertes et possibles. Qui est-ce qui surveille ça ?
C'est le CIO directement ? Oui, ils ont des surveillances de marque en réalité. Et étant donné les moyens et les investissements qui sont engagés, on peut raisonnablement croire qu'ils ont une surveillance aussi un peu plus large sur les différents lancements qui vont être faits, notamment dans le cadre de Paris 2024. Et de manière générale, il faut le savoir, c'est que le CIO est assez offensif. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout faire de campagne ou parler des Jeux Olympiques dans sa communication, mais il faut être extrêmement vigilant parce qu'ils sont assez offensifs. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut utiliser un peu surfer sur la vague, on va dire, il vaut mieux d'abord consulter son avocat et être sûr que tout s'inscrive bien dedans, quoi. Tout à fait. C'est ça la leçon. Exactement. Par exemple, on avait en 2013, donc c'était même pas pour Paris à l'époque, mais l'action avait quand même eu lieu à Paris en France. On avait Lecoq Sportif qui avait lancé un modèle de chaussures qui s'appelait le Rêve Olympique. Et sur ce modèle de chaussures, dans la languette à l'intérieur, si vous voulez, on avait les anneaux olympiques. Et en fait, il y a eu une action, donc pour le coup, en concurrence déloyale et parasitaire. Et le coq sportif a été condamné, notamment parce que il y avait ces critères-là, si vous voulez, de justement un contexte global d'utilisation. Et en plus, ils avaient fait une édition limitée. Et le fait de créer de la rareté, de vouloir en fait créer tout ça, avait été considéré comme le tribunal, comme parasitaire. Donc voilà. Plus grande prudence de mise. Exactement. Merci beaucoup Louise Lacroix. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet Bouchara et Avocats. C'est la fin de cette émission. Merci bien sûr de nous avoir suivis. Alors on se retrouve en 2024 pour une nouvelle série d'émissions autour des enjeux de communication des marques et de leur stratégie. D'ici là, passez un très bon week-end et de très bonnes fêtes sur Bismart et à l'année prochaine.